Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ce match de rugby pour le tournoi des 5 Nations, cela n'a pas été Waterloo, bien sûr. Cela n'a pas été Azincourt, ce fut Twickenham. Et c'est bien assez. L'Angleterre a battu la France par 14-6. Nous y venons dans un instant. Voyons d'abord les autres informations de la journée. Aucun avion n'est parti du Bourget ni d'Orly aujourd'hui. Les autorités de l'aéroport de Paris ont annulé tous les vols prévus jusqu'à demain soir pour permettre au personnel militaire de prendre possession des tours de contrôle, de prendre en main le contrôle du trafic aérien. Conférence de la paix au Vietnam, elle commence après-demain. Les délégations qui y prennent part sont arrivées ou arrivent à Paris, mais par des vols spéciaux. Suite du terrible incident aérien au-dessus du Sinaï, le général Dayan, après avoir écouté la boîte noire du Boeing, a déclaré en substance « Ce fut une terrible tragédie d'erreur, tout le monde a été en faute ». Le général souhaite un téléphone rouge spécial entre Israël et les pays arabes. Monsieur Ismail, l'envoyé spécial du président égyptien Sadat à Washington, a souligné les progrès réalisés dans ses entretiens avec les dirigeants américains. Comme je vous le disais, nous commençons par les sports, la défaite de la France en rugby devant l'Angleterre. Oui, ce fut en tout cas, si ce ne fut pas Waterloo, une sombre pelouse aujourd'hui puisque, vous le savez, les Français ont été battus. Les coqs français, il faut le dire, avaient quelques craintes en partant en Angleterre, car il y avait eu des blessures dans l'équipe de France. Il y avait un nouveau, Dariussec, et puis il y avait aussi Azaret qui avait été blessé. Mais les hommes de la Rose, l'équipe d'Angleterre, encouragée par M. Hayes, le Premier ministre, avaient l'intention d'enlever quelques plumes à ce coq français. Et l'on peut dire ce soir que l'intention est devenue réalité, puisque très logiquement, dans un parfait esprit sportif, aussi bien du côté public, il faut souligner, que du côté joueur, les hommes en blanc ont dominé l'équipe de France. Une équipe un peu diminuée, il est vrai. Nous allons le voir dès la 18e minute par la blessure de Max Barrault, le demi de mêlée, qui devait quitter le terrain et était remplacé un peu plus tard par Richard Astre, après 18 minutes de jeu. Mais attention, ensuite, tout va aller très vite. 21e minute hors jeu français. À 41 mètres, Jordan réussit la pénalité, France 0, Angleterre 3. 34e minute, mêlée ouverte. Vous allez voir Cooper qui passe à Evans. Evans à Price. Le numéro 13, c'est Evans. Le 12, c'est Price, qui transmet au terrible Duncan, le numéro 11, qui est à sa gauche. Le 3/4 Ducam, qui marque facilement. Et Jordan botte dans un angle difficile et échoue. France 0, Angleterre 7, c'est la marque à la mi-temps. Puis deuxième mi-temps qui démarre en trombe. Les Anglais sont follement encouragés. Ducam, encore lui en combinaison avec le 3/4 centre Evans, numéro 13, qui passe à Stevens, bien intercalé. Stevens qui transmet à Ducam, encore ce numéro 11, en débordement. Après Stevens, c'est Ducam. Ducam aplati pour la deuxième fois. 11-0 pour l'Angleterre. La transformation dans un angle difficile sera manquée. Ensuite, c'est une pénalité, un peu plus tard, qui augmente l'avance anglaise, juste en face des poteaux. Jordan n'a aucun mal. 14-0, dit le tableau d'affichage. L'addition est lourde, c'est alors Roland Bertrand, de 3/4 qui, en sortie de mêlée, réussit à feinter, à marquer en bonne position après une course fantastique. Regardez-le, Bertrand, il sauvait ainsi l'honneur français. Romeu n'avait aucune difficulté pour mettre la balle entre les poteaux. Enfin, disait-on du côté français, Angleterre bat France 14-6, c'est la première fois depuis 70 qu'elle triomphe à Twickenham, et ce, aujourd'hui, devant son public, donc. Il faut souligner que dans ce tournoi des 5 nations, l'Écosse a battu l'Irlande à Édimbourg aujourd'hui par 19-4. 19-14. Alors nous allons continuer notre rubrique sportive. Vous savez que l'équipe de France de ski masculine a été dissoute hier. Les skieurs ont quitté la région du col d'Alos, la Floue d'Alos, et ne participeront pas aux dernières épreuves du championnat de France. On peut se demander si en fin de compte nos meilleurs skieurs vont cesser la compétition ou préférer passer professionnel. Oui, c'est la question que l'on se pose ce soir, et surtout de savoir si les fabricants de ski français qui subventionnent l'équipe de France vont accepter de rencontrer les contestataires, c'est-à-dire ceux qui ont été dans cette équipe de France qui maintenant est dissoute. Je vous propose de voir le film quand même d'hier de cette descente de la Floue d'Alos. Vous allez voir que les conditions n'étaient pas mauvaises, et cette affaire des championnats de descente continue encore ce soir à faire énormément de bruit. Rien ne permet de penser qu'elle ira en s'apaisant. Après la dissolution des deux équipes masculines A et probatoire, décidée par l'état-major de la fédération, les deux parties sont maintenant ce soir dos à dos. D'un côté, les officiels qui ont confirmé les sanctions. Ils ont décidé de partir aux États-Unis en renforçant l'équipe féminine et en faisant appel aux jeunes de l'équipe Espoir. Pour eux, l'équipe nationale A n'existe plus.
De l'autre côté, il y a les coureurs sanctionnés. Une solution, disent-ils, c'est Jean-Noël Augère qui parle, le professionnalisme. Ce même professionnalisme qui leur ouvre tout grand ses portes, commandité par les riches promoteurs américains qui ont déjà recruté Killy et Pence pour ne citer que 2 Français. Rappelons que nous voyons actuellement des images de la descente. Vous voyez que la visibilité était correcte, mais il y avait des rafales de vent extrêmement dangereuses. 16 parmi les concurrents de l'équipe nationale A ont quitté la Foudalot ce matin pour se rencontrer quelque part dans les Alpes, peut-être à Megève, chez Henri Duvillard justement, dit-on, et décider ainsi ensemble de leur avenir. Ils désirent aussi discuter avec les fabricants qui subventionnent l'équipe de France. Est-ce qu'ils les rencontreront? C'est la question. Voilà où on est arrivé après 24 heures de discussion. Des choses qu'on peut accepter de la part des coureurs, la discussion notamment, même la contestation. Mais de prendre les gens vraiment de la manière dont ils l'ont pris, c'est une marque d'incorrection qui ne s'admet pas à ce niveau-là. Je pense aux quelques 1500 spectateurs ou organisateurs, dameurs et autres officiels, que sais-je, qui étaient sur la piste et on attendait certains de ces messieurs. Qu'on n'ait pas envie de prendre un départ, c'est possible, on peut même en parler, on peut essayer de se justifier sa position, mais prendre les gens pour des imbéciles comme ça a été le cas, ça n'est pas possible. Henri Duvillard, quelle va être votre attitude maintenant, celle de vos camarades? Pour le moment, on n'avait encore rien à dire. La décision vient d'être prise. Je crois qu'elle a été prise un peu à la légère, disons. Jean-Noël Augère, vous ne participez pas à cette descente, mais vous êtes solidaire de vos camarades alors? Oui, je ne participais pas à cette descente, mais je pense que si j'avais participé à cette descente, j'aurais fait exactement comme eux. Et on est une équipe de France, on s'entend très bien, et c'est normal que je sois solidaire. Venons-en maintenant au conflit de la navigation aérienne en France. Le trafic est arrêté jusqu'à demain minuit. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale dit que le plan de prise en charge du contrôle aérien par l'autorité militaire a été déclenché à compter d'aujourd'hui midi. Le personnel spécialisé des armées effectuera ce contrôle à partir d'installations militaires et avec du matériel militaire. La préoccupation essentielle du contrôle est de garantir évidemment la sécurité des vols, et le communiqué rappelle d'ailleurs que le même plan ayant été appliqué au printemps de 1968 pendant 19 jours, l'armée de l'air avait été amenée à contrôler sans incident 33 000 mouvements aériens. Les compagnies françaises et étrangères avaient alors remercié les militaires pour la qualité et l'efficacité de leur concours. Comment les choses vont-elles se passer? Nos camarades Guérin à Orly, puis Chapelle à Doullens vont nous le dire. Depuis midi, tous les aérodromes de France offrent le même visage que l'aéroport d'Orly. En application du plan Clément Marot, ils resteront déserts jusqu'à lundi matin, quand fonctionnera le dispositif militaire de contrôle aérien. Cette journée a été marquée par plusieurs prises de position, celle des syndicats de contrôleurs. Après avoir reconduit leur grève de 48 heures, ils demandent dans un communiqué que s'engage sans plus de retard une négociation à laquelle, précise-t-il, il faudra tôt ou tard aboutir. Les pilotes français ont confirmé qu'ils ne voleraient pas sous contrôle militaire qu'ils estiment insuffisamment entraînés. Et pour cette raison, la Fédération internationale des pilotes de ligne a envoyé un télégramme à M. Gallet, ministre des Transports, précisant qu'elle recommanderait à toutes les associations membres de cesser les vols commerciaux sur la France. De son côté, enfin, le ministère des Transports a précisé que le dispositif militaire fonctionnait selon les règles de l'Organisation civile internationale, donc offrait toute la sécurité nécessaire. Quant aux militaires qui lundi prendront le contrôle du trafic aérien, ils se préparent. Mon colonel, depuis midi, pratiquement le ciel français est vide. Pourquoi cette mesure? Tout simplement pour permettre de démarrer l'opération Clément Marot sur des bases claires. Et bien évidemment, démarrer sur des bases claires signifie quand même prendre quelques dispositions techniques, notamment la mise en service de quelques circuits téléphoniques particuliers, par exemple. Et il faut que le trafic passe d'un contrôleur à un autre, contrôle civil, contrôle militaire. Ce transfert de responsabilité implique bien évidemment une petite période tampon, qui est la période que vous connaissez en ce moment. À partir de maintenant, donc, ce sont des contrôleurs militaires qui contrôlent tout le trafic aérien français, tout au moins dès qu'il y en aura lundi matin, avec du matériel uniquement militaire. Avec du matériel exclusivement militaire. Le matériel que nous allons utiliser pour l'opération Clément Marot, qu'il s'agisse de capteurs radar ou bien de moyens de communication sol-sol ou solaire, est le matériel que nous utilisons habituellement. Donc pas de temps d'adaptation? Absolument aucune période d'adaptation pour ce qui concerne le matériel proprement dit. Ils ne travailleront qu'avec des aérodromes militaires qui leur sont bien connus. Je vous citerai Bretigny, ou bien Creil, Villacoublay.
autant d'appareils, autant de terrains, pardon, avec lesquels, de toute façon, habituellement déjà, ils font couramment des transferts sur les centres d'approche. Oui, mais enfin, on ne contrôle pas un vol civil comme un vol militaire. Certes, pas exactement, bien sûr. Mais je vous dirais d'abord que l'opération Clément Marot n'est pas une opération qui est de nature à les surprendre. Elle a fait ses preuves, je crois, dans la période de 1968, où pendant quelques 50 ou 58 jours, ils ont exercé ce travail. Et depuis cette époque, ce plan a été affiné, et ces garçons subissent tous les jours un entraînement, une instruction d'entretien qui les maintient en condition pour être en mesure d'assurer cette opération Clément Marot dans les meilleures conditions. Lundi, avenue Kléber à Paris, commence la conférence sur la paix au Vietnam. Les délégations étrangères arrivent les unes après les autres. Il y en aura 12 autour de la table, les 4 que vous avez vus à la signature du cessez-le-feu, ensuite les 4 pays de la commission de contrôle, puis la Grande-Bretagne, la Chine, l'Union soviétique et la France. Certaines des délégations sont arrivées, d'autres arrivent. Aujourd'hui était attendu M. Sharp, ministre des Affaires étrangères du Canada, M. Olszewski, ministre des Affaires étrangères de Pologne, et M. Rogers, ministre des Affaires étrangères des États-Unis, lequel a déjà quitté Washington et il est en vol. M. Waldheim, secrétaire général de l'ONU, arrive demain. M. Trinh, du Nord-Vietnam, a dit en arrivant, je résume bien sûr, grâce à la bonne volonté de la République du Vietnam, c'est-à-dire de Saigon, et du gouvernement révolutionnaire provisoire, certains résultats pratiques ont été obtenus, certains résultats politiques, pardon. M. Lam, Sud-Vietnam, devant la presse diplomatique française, a estimé quant à lui que les accords de Paris sur le cessez-le-feu, ceux du mois de janvier, sont la continuation des accords de Genève de 1954 et de 1962. La délégation chinoise conduite par son ministre des Affaires étrangères, M. Xi Pengfei, est en train d'arriver. Son avion a été un peu retardé, peut-être à cause des perturbations dont nous venons de parler. En tout cas, voici M. Gromyko arrivant à Bretigny. Право самому определять свое будущее без какого-то ни было вмешательства извне. L'Union soviétique a accueilli avec une profonde satisfaction l'accord de Paris qui met fin à l'effusion de sang au Vietnam en liquidant le foyer de guerre le plus dangereux et en assurant au peuple vietnamien le droit de décider lui-même de son avenir sans aucune ingérence du dehors. La signature de l'accord sur le Vietnam a été suivie de celle de l'accord sur le rétablissement de la paix et de la concorde nationale au Laos. Tout ceci ouvre des perspectives plus favorables pour la solution d'autres problèmes d'Indochine et pour l'assainissement du climat international en général. Чтобы передать сердечный привет дружественному французскому народу и жителям вашей прекрасной столицы Парижа. En mettant pied sur la terre de France, je ne saurais manquer de dire que les soviétiques apprécient hautement les bonnes relations qui se sont établies entre nos deux pays et qu'ils sont prêts à poursuivre le développement de ces relations. Puis j'ai bien entendu, M. Gromyko a dit quelque chose de fort aimable pour les Parisiens. Nous en venons maintenant aux suites de la dramatique affaire du Boeing libyen abattu par la chasse israélienne. Les victimes égyptiennes ont été inhumées aujourd'hui au Caire parmi les manifestations de la foule criant « Nous nous vengerons ». Et demain, à Benghazi, auront lieu les obsèques des victimes libyennes. Il semble que le colonel Kadhafi, chef de l'État libyen, doive prononcer une allocution à cette occasion. Vous savez qu'on attend sa réaction, car il n'a rien dit depuis 3 jours. On dément, en tout cas formellement, que l'armée de l'air libyenne ait reçu l'ordre d'abattre tout avion israélien civil, comme le bruit en avait couru ce matin dans les salles de rédaction. À Tel Aviv, le général Dayan a dit « Ce fut une tragique erreur, il y a eu de la faute de tout le monde ». Il l'a dit après avoir entendu la fameuse boîte noire. Commentaire de Thierry Tsikivo. 3 sortes d'erreurs sont à l'origine de la tragédie du Boeing, a précisé le général Dayan. Tout d'abord, celle commise par l'équipage. Ensuite, celle de la tour de contrôle du Caire. Enfin, les erreurs d'interprétation du système de défense israélien qui s'expliquent par les 2 premières. Une leçon se dégage de cette catastrophe, a poursuivi le ministre israélien de la Défense. Celle d'établir une sorte de téléphone rouge entre nous et nos voisins afin qu'un tel incident ne se renouvelle pas. Israël souhaite une enquête internationale
et qu'un règlement international applicable à l'aviation civile en temps de guerre soit élaboré. Cette conférence de presse avait aussi pour but de faire écouter aux journalistes les communications contenues dans la fameuse boîte noire qui a été retrouvée la nuit dernière. Elle révèle que le pilote s'était égaré et qu'il se croyait toujours dans l'espace aérien égyptien. Il semble également qu'il n'ait jamais compris qu'on le sommait de se poser. C'est au tout dernier moment que le copilote constata que les avions qui l'escortaient n'étaient pas des MiG, mais 70 secondes plus tard, le Boeing s'écrasait. Les dernières paroles du commandant Bourges furent dites en français, c'était « même direction ». Quant à M. Ismail, envoyé spécial du président Sadat d'Égypte, il est arrivé à Washington. Après ses entretiens avec les dirigeants américains, il a dit que les relations entre le Caire et Washington étaient dégelées. Voici les demandes de Washington. M. Hafez Ismail, conseiller du président égyptien pour la sécurité nationale, a eu hier des consultations intensives avec le président Nixon. M. Ismail, qui a passé plus d'1 heure à la Maison-Blanche, a remis au président des États-Unis un message personnel du président Sadat. Cette reprise de contact des États-Unis et de l'Égypte a été qualifiée de sérieuse et constructive. Puis M. Ismail s'est rendu au département d'État où il devait avoir un long entretien avec le secrétaire d'État, M. William Rogers. Les États-Unis ont tenu à souligner l'importance exceptionnelle de cette visite, car, comme l'a dit le président Nixon, je cite, « Nous avons un grand désir d'aider à ramener la paix au Moyen-Orient. S'il y a une dynamique de la paix, espérons qu'elle jouera un rôle dans cette partie du monde. » 4 inculpés de violation des sépultures dans l'affaire du cercueil du maréchal Pétain ont été libérés aujourd'hui à l'issue de leur audition au palais de justice des Sables d'Olonne, mais l'inculpation de violation de sépulture est maintenue pour les 4 personnes. Les 4 et 11 mars, certains électeurs ne pourront pas dire qu'ils se sont rendus aux urnes, tout simplement parce qu'ils voteront à l'aide de machines à voter. Il y aura au total 8000 bureaux de vote et environ 620 machines en service. Leur installation n'a pas été sans causer quelques remous en Corse, nous vous l'avons dit il y a quelques jours, mais aussi dans la région parisienne. Une enquête à ce propos de Michel Copps. Pour 24 communes de la banlieue et 2 arrondissements de la capitale, la nouveauté de ces législatives, c'est certes la machine à voter. Mais là, comme partout, l'introduction du machinisme ne se fait pas sans irriter les nostalgiques, et afin que tout se passe bien, on a même organisé dans les mairies concernées des séances d'exercice. Cette machine remplace l'urne traditionnelle et supprime le bulletin de vote et l'enveloppe. L'électeur va se trouver devant les touches portant le nom des candidats inscrits dans la circonscription. Il appuiera sur la touche correspondant au candidat de son choix. Et ensuite, il appuie sur la touche enregistrement du vote. Comment réarmer la machine après une erreur de l'électeur? Si l'électeur fait une erreur, il peut rattraper cette erreur, comme je vous l'ai expliqué, tant qu'il n'a pas appuyé sur la touche enregistrement. Donc, une fois appuyé sur la touche enregistrement, son vote est définitif, exactement de la même façon que lorsqu'il met son bulletin dans l'urne. Nous allons faire une expérience pratique, monsieur. Je prie de vouloir bien venir. Comme lors des précédents scrutins, vous présentez votre carte d'électeur et une pièce d'identité pour la vérification traditionnelle. Vous passez ensuite dans l'isoloir. Vous désirez voter pour Raymond. Vous appuyez sur la touche Raymond. Vous appuyez ensuite sur la touche enregistrement du vote. Le timbre sonne, vous avez voté. Si seul le maire de Poissy a estimé que sa commune était heureuse de tenter l'expérience, ses 23 collègues de la région parisienne se sentent victimes de discrimination politique et se demandent avec angoisse quel sera dimanche prochain le Deus à sortir de cette machina. Nous sommes concertés et nous avons considéré que compte tenu des mesures discriminatoires qui présidaient au choix des villes, des différences qui existaient entre les électeurs, nous ne pouvions pas endosser la responsabilité de l'utilisation de telles machines. Et nous laissons donc au ministre la pleine et entière responsabilité des décisions qu'il a prises contre la volonté des élus municipaux.
Je pense que cette objection n'est pas valable. Elle n'est pas valable parce que pour les Yvelines en particulier, les 3 municipalités qui ont été choisies sont des municipalités qui sont politiquement différentes. C'est-à-dire l'une est communiste, l'une est avec un maire majorité et un conseil de coalition, et la 3e est une municipalité centriste. Je n'ai pas jugé utile de me solidariser avec l'Union des maires parce que je pense que c'est une expérience qui est valable, qui doit être tentée. Certains pays comme les États-Unis fonctionnent déjà depuis pas mal de temps avec ce procédé électoral et ne s'en trouvent pas plus mal. Est-ce que ça vous semble plus difficile ou plus facile que dans le vote traditionnel? Ma foi non, parce qu'avec le nom de tous les candidats dans les cases respectives, il n'y aura qu'à appuyer sur le bouton adéquat et ensuite le bouton enregistreur et le vote sera terminé. Moi, je trouve que c'est très bien, c'est la solution d'avenir. Vous avez vu 2 personnalités politiques qui vous en parlaient. Je voudrais vous rappeler que la première, c'était M. Chrétienne, qui est le maire de Sartrouville communiste, et la deuxième, c'est M. Pinel, maire de Poissy, majorité. Demain est tiercé à Auteuil, le 2e de la saison. Il y aura 14 partants dans le steeplechase de 4400 mètres. 5 d'entre eux restent sur une victoire. Par conséquent, ce sera très difficile pour les parieurs. Les chevaux les plus souvent nommés par la presse spécialisée sont le numéro 1 Samour, le 5 Giquin, le 8 Chimiste Faux, le 10 Sabayon, le 12 Gavilane, le 13 le Vermandois. Je vous rappelle qu'il ne s'agit absolument pas de pronostic. Nous terminons en retrouvant Jean-Yann. Son nouveau film, c'est « Moi, il y en a vouloir des sous ». Bien que Jean-Yann ne soit pas un mauvais cheval, ce n'est certainement pas aux courses qu'il peut en gagner des sous. Personne n'en gagne. Et France Roche lui a demandé comment il fait pour en gagner ailleurs. Vous avez été recordman des recettes cinématographiques de l'année dernière avec votre premier film. Ça vous a donné des idées sur le capital, d'où le second, moi, il y en a vouloir des sous. On y voit des syndicalistes investir l'argent du parti dans une usine électronique. Moralité, implantation totale dans tous les pays du marché commun, et Chouras l'aura dans le bavard. Ça te plairait, hein, ça? Ça me déplaît pas. Mais ça ne constitue qu'une étape, hein. Chouras ne représente pas à lui tout seul le capitalisme. Un grand patron envoyé chez son concurrent des grévistes. Je suggère une occupation sauvage de son usine par des éléments incontrôlés. Qu'en dites-vous? Delphont? Ce serait d'un effet désastreux vis-à-vis des principaux clients européens. N'est-ce pas? Alors, vous pouvez vous occuper de cette affaire? Mais certainement, Président. Et un gauchiste venir en manifestation dans une voiture de luxe. Allô, les forces révolutionnaires clandestines? Je voudrais parler au camarade Kervoline. El Senor non está aquí. C'est la bonne. Je ne sais usted donde está? T'as dit pas, il a le téléphone dans sa bagnole. Oui, camarade Colbart, nous sommes là. Et bien entendu, je ne vois aucun de vos militants à nos côtés. Une fois de plus, vous affichez votre mépris pour l'action des forces révolutionnaires et clandestines contre le patronat. Je reconnais bien là le complice habituel de la bourgeoisie impérialiste et capitaliste. Quoi? Vous vous foutez du monde, il n'en est pas question. Écoutez, Kervoline, c'est un service personnel que je vous demande. Rendez-le-moi. Et nous vous soutiendrons dans l'affaire du journal cochon du lycée de Lourdes. Oh, merde. Je vous donne ma parole. Je vais réfléchir. Allô, Benoît? Il va réfléchir. Dis au poulet d'y aller mollo, hein? Bien, bien, monsieur le préfet. Faites reculer les hommes de 10 mètres. Ça vous prend combien de temps de faire un film? Je commence d'abord par faire la musique. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par faire une vingtaine de chansons. Mais de chansons, pas de musique de film. Alors, en même temps que je fais les chansons, Cyr et moi, on part sur un synopsis de 30 pages, et en même temps, on fait les dialogues et les chansons. Alors, au fur et à mesure qu'on fait les dialogues et les chansons, les gens de l'équipe ici cherchent les décors. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais de plan de travail avant. J'arrive et je dis, bon, hier on a fait une belle chanson religieuse, alors il faut trouver une cathédrale. Alors ils cherchent une cathédrale. Avancez! Reculez! Reculez! Avancez! Les manifestants se mettent à gauche et CRS se
balancé, j'ai hâté la cadence et tout le monde balancé. Vous, ça serait une espèce d'opérette politique. C'est un peu ça. Oh, maudit très bien. Alors j'ai un peu de cœur, maudit Caillou. Nous, on prend des mots, des virgules, des verbes, on en fait des phrases. Avec les phrases, on fait des nouvelles. Aux nouvelles, on ajoute les images, et puis tout cela donne un journal télévisé. En tout cas, notre édition est terminée. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.